dans l'incapacité de faire le deuil de sa mère, qui pourtant était morte à 85 ans, un âge, ma foi, c'est l'âge moyen, et qui était morte au travers d'une maladie qui avait fini par l'emporter, où tout le monde avait dit c'est mieux qu'elle meure, comme ça elle ne souffrira plus. Sauf pour la fille, qui 5 ou 6 ans après était toujours dans la dynamique du deuil. Mais elle était en deuil pathologique, et quand on étudiait sa structure psychologique, on voyait bien que c'était quelqu'un qui avait une fragilité particulière, et ce n'était pas le deuil le problème. Le problème, c'était la personne. Et on était dans une toute autre dynamique. Et vous pouviez lui mettre les antidépresseurs que vous vouliez, puisqu'on n'était pas dans cette problématique de l'état dépressif. Ça mérite donc, les deuils pathologiques, ça mérite donc des prises en charge particulières, et il y a des psychothérapies bien instaurées pour ces dynamiques-là, en particulier les thérapies interpersonnelles. Mais même le MDR ou un certain nombre de choses comme ça, mais on parlera de ces moyens dans la deuxième partie de mon exposé. Le deuxième type de dépression dont je voudrais vous parler, c'est ce que l'on a appelé la dépression réactionnelle. Ça ressemble au deuil. Mais là, au lieu d'être la disparition d'un être cher ou un accident grave, ben, c'est un accroc de l'existence. C'est par exemple le chômage. C'est par exemple le fait que vous êtes licencié. C'est-à-dire des phénomènes intercurrents qui vont déstabiliser complètement la courbe existentielle que vous vous étiez donnée. Et on a beau être latin, encore que dans l'est de la France, vous soyez déjà un peu moins latin que nous dans le sud. On a beau être latin, on a un peu peur du lendemain. Et quand un phénomène intercurrent vient balancer le fait que demain ne sera peut-être pas ce qu'on avait prévu, on peut comprendre que les gens s'effondrent. Et ces dépressions réactionnelles sont donc en lien extrêmement direct avec l'événement qui les a produits, et finalement, la meilleure des guérisons, la meilleure façon de s'en sortir, ce serait d'annihiler l'événement. Elle est au chômage, mais elle ne va plus l'être. Bon. Elle s'est fait foutre à la porte, mais elle trouve un autre boulot, etc., etc. On est donc dans une dynamique également qui est particulière, qui fait que le corps social a de la peine à offrir, dans ces dépressions réactionnelles, des débouchés positifs. Quelqu'un est tombé au chômage, ma foi, il tombe dans le volant des 5 ou 6 millions de personnes qui y sont. Hein. Et le bon traitement, ce serait la NPE, vous m'excusez, mais le taux d'efficacité du processus, on a bien peur que ce soit encore pire que les antidépresseurs. Donc, comme la société n'a pas la capacité à offrir ça, qu'est-ce qu'elle fait? Allez voir la médecine. Parce que la médecine, et surtout la psychiatrie, c'est toujours le 42e bout de la charrette. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un problème social que le social ne peut pas régler, allons voir le truc. On voit pour la délinquance, on voit pour tout. Okay, même pour la déradicalisation, on y est allé. Et on a des confrères suffisamment, je ne dis pas le terme, pour s'y être lancés, avec les résultats qu'on connaît. Okay, je crois que s'il y a une profession, et une seule, dans laquelle il faut réinstiller la modestie absolue, c'est la médecine. C'est la médecine. Donc, dans ces dépressions réactionnelles, eh bien, le sujet va se trouver là, rentrant dans un processus pathologique, alors que la plupart du temps, c'est presque une réaction naturelle à un processus social qui a merdé. Ça parle ça? Ok. Et du coup, il devient un malade pour cause sociale. C'est le cas du divorce, par exemple. Mais si après un divorce, tu es bourré d'antidépresseurs pendant des années, pour te remarier, c'est plus compliqué. Hein.
parce que ne serait-ce qu'à cause de la baisse de la libido qui est induite par les antidépresseurs, on n'offre pas les mêmes perspectives. Donc, les dépressions réactionnelles, ben oui. Mais peut-être qu'il faut essayer de trouver des techniques médicales ou paramédicales qui permettent au sujet de réinvestir la vie différemment, plutôt que d'essayer de cicatriser les conséquences d'une situation qui ne reviendra pas. Et je crois que dans les accompagnements qu'on peut faire de ces patients, que les psychologues avec lesquels nous travaillons, ou avec les personnels de santé avec lesquels nous travaillons, sont habilités effectivement à cet accompagnement-là. Alors vous allez me dire, mais il y a des cas dans lesquels ça devient pathologique. Eh bien oui, mais quand ça le devient, ça le devient. Mais ça n'est pas dès le départ. Dès le départ, il faut se poser les questions de manière différente. Et puis on verra bien sur l'évolution, telle que les choses se passent, et on verra qu'il y a un autre cas qui ressemble un petit peu à ça. La troisième entité sur laquelle il faut que nous insistions, c'est ce que, excusez-moi, il faut que je me rapproche de... J'ai un peu la bougeotte. La troisième situation, c'est ce que l'on a longtemps appelé les dépressions dites névrotiques. Alors c'est quoi quelqu'un de névrotique? Ce serait quelqu'un dont la fonction psychique est un peu handicapée de manière naturelle. Nous ne sommes pas tous les mêmes face aux événements. Vous le voyez, j'ai été international de rugby en seconde ligne dans le rugby. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui auraient eu la tronche pour venir mettre la leur à l'endroit où j'étais. Nous sommes donc différents. Ne serait-ce que par la taille, par la détermination, par les objectifs, etc. Et cette différence, elle peut aller jusqu'à une relative invalidation de la capacité sociale du sujet. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi costaud que tout le monde. Il n'a pas les mêmes possibilités de réaction. Un événement qui apparaîtrait banal à la majorité de la population apparaît comme un événement incontournable pour lui. Mais docteur, pourquoi ça m'arrive à moi? Alors, réponse des docteurs, mais c'est arrivé à tout le monde. Surtout pas. Surtout pas. Fermons-la. Fermons-la. Parce que c'est arrivé à tout le monde, ça veut dire, mais vous êtes quand même un peu conne, que ça vous arrive à vous quand même. Hein? Moi, j'en ai connu d'autres qui ont réagi à ça, et pas vous. On n'est pas là pour dire ça. On est là pour expliquer aux gens que l'interférence entre eux et les événements prouve qu'effectivement, ils ont un certain nombre de faiblesses dans leur comportement. Et alors, on a identifié à une époque ce que l'on a appelé la dysthymie. Dys, c'est ça dysfonctionne, et thymie, c'est l'humeur. Ce sont des gens qui ont un équipement des processus de l'humeur qui n'est pas suffisamment solide pour ce que les exigences sociales vont leur demander. Et forcément, ces gens, eh bien, ils vont se retrouver de manière régulière en grande difficulté par rapport aux processus sociaux qui leur sont offerts. Et je dois dire que ce n'est pas le domaine dans lequel on est le plus fort au niveau des traitements et que c'est le seul domaine dans lequel on est dans des traitements antidépresseurs au long cours dont l'efficacité est moyenne. Et quand on a la chance qu'elle soit un peu efficace, eh bien tant mieux. Mais la plupart du temps, c'est pas extrêmement génial. Ça, c'est les dépressions névrotiques, les dépressions dysthymiques, dans lesquelles eh ben, il faut peser le pour. Alors, quand j'avais affaire, moi, à quelqu'un de dysthymique, j'essayais toujours, avec un traitement antidépresseur, de leur donner un peu plus de punch. Mais à la limite, je leur aurais donné de la cocaïne. J'ai pas osé. J'ai pas osé. Donc, vous voyez que là encore, on balaye un spectre qui est totalement différent des deux spectres précédents.
Et pourtant, on parle de la dépression, puisque l'ensemble des symptômes qui forment le syndrome dépressif, ils sont présents déjà dans cette groupe. Alors avançons encore un petit peu plus. On a les dépressions qui sont intégrées à d'autres maladies. Hier soir, nous étions à Metz. Je présentais la conférence avec des termes un peu différents parce que je n'ai pas répété exactement la même chose tous les soirs, mais il y a une brave dame qui est venue me voir après, très jeune, et qui me dit: docteur, ça m'a beaucoup percuté ce que vous avez dit. D'abord, je déteste qu'on m'appelle docteur, parce que docteur, c'est pas mon identité, c'est mon métier. Mon identité, c'est Jean-Paul Chavannes, c'est éventuellement monsieur, mais pas docteur. Je ne comprends pas encore qu'on continue ce truc. Et c'est pareil pour les avocats. J'ai un avocat une fois qui me dit: appelez-moi maître. Je lui dis: mais mètre 60 ou mètre 65? Ça a calmé l'ambiance. Je suis sûr qu'il m'en répond un peu, mais enfin bon. Si le narcissisme dans ce projet-là, il y a des failles. Bon, elle vient me voir et puis elle me dit: ça m'a beaucoup percuté ce que vous avez dit là, des états dépressifs intégrés à des maladies, parce que moi j'ai une sclérose en plaques. Et bien dans la sclérose en plaques, selon les endroits qui sont percutés par cette espèce de maladie dégénérative qui est cyclique et qui se régénère, puis qui repart, etc., l'état dépressif, ou la dépression, est totalement corrélé. Il suffit que ça tape à tel endroit. Et elle me disait: vous avez raison, docteur. Encore une fois, elle me dit: docteur, vous avez raison. Tous les antidépresseurs que j'ai essayés, aucun ne m'a donné d'efficacité. Et je lui ai répondu: mais ma pauvre dame, c'est un grand classique, ça. Puisque les structures dans lesquelles les antidépresseurs pourraient avoir une efficacité par leur activité biologique sont détruites par votre maladie. C'est comme si vous mettiez de l'essence dans une voiture et il n'y a pas de réservoir dessous. Donc ça tombe dans la fosse. Ça tombe dans la fosse. Elle me dit: ben, j'ai compris. Elle me dit: qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis: mais, mon brave dame, ce qu'il faut faire, d'abord, si j'avais une recette à 100%, alors je vous jure, je vous la livre, gratuitement même. Okay. Mais par ailleurs, effectivement, vous allez plutôt trouver du soutien du côté des amis, du côté des associations, du côté qui vont vous aider à vivre, à vous en sortir du pétrin dans lequel vous êtes, sans pour autant vous sortir de la maladie dans laquelle vous êtes. C'est le cas de la maladie de Parkinson. C'est le cas de toutes les maladies dégénératives cérébrales. Je suis affolé dans les EHPAD par la quantité d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qu'on donne à des personnes âgées de 88 ans qui ont eu le malheur de dire à l'infirmière: j'ai envie de mourir. Elle a envie de mourir, donnez-lui donc un antidépresseur. Il aura moins envie de mourir. Si vous regardez bien, elle a 88 ans, elle est dépendante, elle s'est déshumanisée et elle s'en rend compte. Sa famille vient de moins en moins la voir. Ne serait-ce que pour manger, elle est toute seule parce qu'elle ne descend plus au réfectoire. Elle a rempli son existence. Son mari est mort depuis un certain temps. Les enfants ont tous réussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ne viennent plus, parce qu'il y en a un qui est à Paris et l'autre est à Montréal. Elle n'a plus grand-chose à espérer à mettre en place. Qu'elle puisse vous dire: il faut que ça finisse. À mon avis, ça ne paraît pas tellement dépressif. Ça paraît quand même d'une relative logique dans laquelle, si on a un brin d'empathie, on peut se dire: ma foi, c'est un peu naturel. Eh bien, mettez-la sous antidépresseur parce qu'elle a parlé qu'elle voulait mourir. Ouais. Non, on ne fonctionne pas sur ce modèle-là. C'est un modèle dans lequel toutes ces maladies intercurrentes vont générer des troubles de l'humeur, et les neurologues, c'est des bons copains, les neurologues, hein, mais de temps en temps, il faut que je leur tire un peu les oreilles. Okay. Moi, j'ai fait à la fois neurologie et psychiatrie, c'est-à-dire que j'avais deux spécialités, mais à un moment, on est obligé de choisir, donc j'ai choisi la meilleure des deux.
Mais vous ne le répétez pas. Hein. Et ils ont une maladie de Parkinson, alors ils mettent de la L-Dopa et tout, puis ça ne marche plus, et puis le sujet n'est pas bien, il est déprimé, ils vous l'envoient, et puis ils vous disent tu ne peux pas le guérir de sa dépression. Je dis ben, quand tu lui auras remis un circuit dopaminergique qui tient la route, je pourrais peut-être faire quelque chose. Pour l'instant, le circuit est mort. Je vais vous mettre de l'essence dans le réservoir, il n'y a pas de réservoir. Donc, plutôt que de lui balancer un médicament qui en plus va lui coller des effets secondaires du style constipation, etc., mais qui, au niveau de l'efficacité, ne va pas avoir grand-chose comme efficacité, eh ben, je préfère m'abstenir. C'est vrai qu'en France, quand vous sortez de chez un médecin et qu'il vous dit qu'il vous donne pas de traitement, c'est mal vu. Oui, on n'a qu'à expliquer. Hein. On n'a qu'à prendre le temps d'expliquer. Moi, je vous promets qu'il y a des gens qui sont partis sans traitement. Et merci de m'avoir expliqué. Et qui n'ont pas été dans une quête absolue de traitement. Après, vous avez des gens qui sont médicamentophages. Hein, et qui, quoi qu'il en soit, vont aller en chercher. Donc, ça, ce sont les pathologies qui sont les pathologies induites par d'autres maladies. Et puis, il y a des pathologies qui sont induites par des traitements. Si vous prenez un gros rhumatisant qui est sous cortisone, vous êtes sûr de jouer sur son humeur. La cortisone, qui est utilisée dans le dopage, d'Eric en particulier, on sait que c'est un produit qui est psychotrope. Il y a, dans la pharmacopée française, bon nombre de médicaments dont l'efficacité n'est pas que ciblée sur le trouble pour lequel ils sont donnés, mais qui également passe la barrière hématoménagée et entraîne des modifications de l'humeur. La cortisone en est un. Vous avez les antidiabétiques oraux également. Vous avez les hormones, etc., etc. Vous avez des anticancéreux. C'est une des raisons pour lesquelles j'enseigne encore dans les diplômes de cancérologie, d'abord sur la relation soignant-soigné, parce que franchement, eux, ils sont face à des échéances qui sont parfois extrêmement lourdes pour les patients, mais ils ne savent pas toujours comment s'en sortir, et puis aussi pour la pharmacologie. C'est vrai qu'on aurait tendance, puisqu'ils sont comme ça, on va donner les antidépresseurs. Si vous donnez les antidépresseurs à quelqu'un qui est sous cortisone, en fait, la bonne technique médicale, ce serait qu'il soit plus sous cortisone. Mais le rhumatologue, il vous dit, c'est pas possible, il en a besoin. Alors là, on est dans le moins mauvais des choix. Et c'est là que ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte. Je ne sais pas, le truc qui va contrecarrer systématiquement les effets négatifs d'un autre produit. Et on a eu des problèmes comme ça aussi avec la pilule contraceptive, hein, à certaines époques. Okay. Donc, des états dépressifs induits par des médicaments. Les neuroleptiques, que l'on donne dans la schizophrénie, sont de style à pouvoir induire des états, des troubles de l'humeur et des états dépressifs, qui ne sont pas bien contrecarrés par les antidépresseurs. Ils ne sont pas bien contrecarrés. Autre modèle, ce sont les dépressions liées au sevrage. Les états dépressifs liés au sevrage. Ceux-ci sont un peu plus réactifs aux antidépresseurs, mais ils ne le sont pas de manière systématique. C'est l'alcoolique qui a bu outre mesure pendant 20 ans de sa vie et que d'un seul coup, on va dire il faut qu'il soit sevré. On va le sevrer et on le reçoit un mois après où effectivement, avec tous les efforts possibles et imaginables, il a arrêté de boire. Bonjour docteur. Alors que quand il est arrivé et qu'il se bourrait la gueule tous les jours, il est arrivé comme ça. Les troubles de sevrage, effectivement, les sevrages brutaux comme ça, génèrent souvent ça. Et c'est une des raisons fondamentales de la rechute. C'est très souvent à cause de ce phénomène-là que les gens retournent dans leur toxique, parce qu'il suffit qu'ils repicolent et ils vont mieux. Sauf que, comme tous les toxiques, ce sont des amis qui nous veulent du mal.
Et quand on ne les maîtrise plus, c'est grave. Si bien que nos copains qui s'occupent maintenant de l'alcoolisme, ce qui n'est pas mon cas, les addictologues, sont en train de changer complètement leur fusil d'épaule. Ils ont quasiment aboli la problématique du sevrage absolu. Ils rentrent dans la dynamique de la diminution du risque par la consommation. C'est-à-dire que ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est comment nous diminuons progressivement, avec l'accord du patient, au travers de ce que l'on appelle les entretiens motivationnels, la possibilité qu'ils boivent moins et qu'il en arrive à une consommation qui est moins dangereuse que la consommation qui était la consommation de départ. Puisqu'on sait aujourd'hui que dans le sevrage absolu, le taux d'échec et de récidive est énorme à terme. Énorme à terme. On aura les mêmes problèmes dans l'obésité ou dans un certain nombre de dynamiques comme ça, où il y a quand même une dimension addictive possible. Donc voilà encore des états qui peuvent effectivement être accompagnés, puisqu'ils sont de nature dépressive, mais qui pour autant ne sont pas la dépression telle qu'on l'imagine, la dépression maladie, pour laquelle on va y revenir. Autre modèle, qui est un modèle qui vient d'émerger depuis quelques années, et dont on ne parlait pas auparavant, mais qui probablement existait, le burn-out. Le burn-out. Le burn-out, c'est une mauvaise rencontre. C'est une rencontre entre une personne et des exigences qui lui sont impossibles. On retombe un peu dans la structure que je vous disais auparavant, d'abaissement de l'humeur chez les dysthymiques. Par contre, là, dans le burn-out, normalement, on n'est pas dans l'abaissement de la capacité du sujet. On est dans l'élévation des exigences, qui génère chez le sujet une incapacité à faire face et une culpabilité à ne pas remplir la fonction. Culpabilité, c'est un des 9 points cardinaux de la dépression. Ces sujets accumulent pendant longtemps toute l'énergie possible pour faire face aux exigences qui leur sont faites, simplement parce qu'ils ont des emprunts à rembourser, par exemple, ils ont des enfants à élever. Mais petit à petit, à force de tirer sur la batterie de manière plus importante que ce que la batterie devrait donner, eh bien, il y a un moment où la batterie est morte. On est dans un véritable état pathologique. Mais c'est un état pathologique induit de manière sociétale. C'est-à-dire que si effectivement les gens étaient positionnés que dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils peuvent faire, le problème se poserait moins. Mais aujourd'hui, il faut faire plus avec moins et se des temps plus courts. Et du coup, tout le monde ne résiste pas à ça. De la même manière que tous dans la salle, vous ne seriez pas venus prendre ma place en deuxième ligne de l'équipe de France universitaire. Donc là, effectivement, elle chute. Quel est le premier traitement? Le premier traitement, c'est effectivement de ne pas les remettre dans la situation qui est la situation burn-outante. Et qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez cette affaire? Vous recevez la personne, elle est en burn-out. Vous dites, je vous donne un arrêt de travail de 10 jours. Une bonne technique. Évitons l'antidépresseur tout de suite. Hein? En même temps, on se revoit. On se revoit dans une semaine. Vous les voyez une semaine après, où ils ont pris complètement des distances avec les phénomènes de burn-out, et ils ont déjà regagné 40 à 50% de leur estime. Parce qu'ils ne sont pas soumis de manière directe. Alors, ils y pensent encore. Mais, qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'ils sont en train d'engrainer l'angoisse d'y retourner. L'angoisse d'y retourner. Alors, vous leur dites, on va prolonger un peu.
2 jours après, il vous téléphone, il dira, docteur, franchement, ça va mieux. Mais c'est qu'au bout de 3 ou 4 semaines, vous les déclarez guéri de leur burn-out. Et quand tu es guéri, il faut tourner. Parce que la sécurité sociale ne va pas t'éterniser dans un processus de maladie, elle va t'interroger, elle va dire, comment il est le patient? Ouais, il est guéri, sauf que, eh ben on va le renvoyer quand même. Et quand vous le renvoyez, déjà quand il rentre et qu'il a fait un burn-out, le regard des collègues n'est pas le même. Le regard des chefs est encore pire. Donc vous avez rajouté dessus 2 ou 3 raisons supplémentaires qui lui tombent sur le museau et qui vont régénérer. Alors du coup, il va ressortir de cette affaire, on va le mettre en invalidité. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui est invalide. Il est invalide aux situations qui lui sont proposées. Et là, on a beaucoup de progrès à faire en médecine du travail. Okay? Parce que si on veut être solidaire, il ne s'agit pas d'être solidaire quand on l'a collé en invalidité et qu'on lui verse un peu d'argent pour son invalidité. Il s'agirait peut-être d'être solidaire en amont, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent faire ça, d'autres qui ne peuvent pas le faire, d'autres qui peuvent faire ça, etc., etc. Et que la compétence ne dépend pas que du diplôme que vous avez obtenu, elle dépend de la capacité que vous avez à mettre en œuvre ce que le diplôme vous a appris. Et ça, c'est une dynamique culturelle qui n'est pour l'instant encore à peine ébauchée. À peine ébauchée. On n'aurait pas mis en seconde ligne de l'équipe de France universitaire quelqu'un d'1,52 m et de 40 kg. Parce qu'à la première mêlée, il était balayant, on parlait plus, ça jouait à 14. Ok? Par contre, rien n'empêchait d'être demi-mêlée ou 3/4 là. Parce que là, effectivement, on allait jouer sur d'autres capacités que la capacité liée au gabarit, ou à la détermination à mettre son museau là où les gens ne mettraient pas les pieds. Le burn-out. Et ça va être un grand problème, le burn-out. Parce que c'est une dynamique qui ne peut être qu'en croissance dans la mesure où on accélère les processus existentiels. Ça ne peut être qu'en croissance dans la mesure où là où il y avait 3 personnes pour faire le boulot, pour des raisons économiques, on en avait plus que 2. C'est-à-dire qu'on raréfie les choses. Et ce n'est pas les psychiatres, mais il y en a ici présents dans la salle qui vous diront le contraire. Nous étions 12 000 en 1990. Nous sommes prévus 6 000 en 2022. Et pour autant, les sollicitations sont le double de ce qu'elles étaient. Avant, on se contentait soit de notre cabinet, soit de l'asile. Maintenant, il faut aller aux urgences, il faut l'art toxico, il faut aller dans tous les services pour faire la psychiatrie de liaison, il faut aller sur les catastrophes dans le biais de la CUM, il faut aller partout. Et moins nombreux. Donc, cette dynamique, c'est une dynamique dont le mouvement princeps est lié à l'économie, plus d'ailleurs à la finance qu'à l'économie. Là, il y a une nuance qui est importante. Eh bien, ce processus, il va toucher un peu tout le monde. Quand j'étais chef de service, il y avait 4 secrétaires dans le service. Je suis repassé l'autre jour dans le service, puisque la personne qui me succède va maintenant aussi prendre sa retraite et que j'ai été invité. Mais là où il y en avait 4, il n'y en a plus que 2. Il n'y en a plus que 2. Les exigences qui leur tombent dessus sont extrêmement plus importantes, ce d'autant que quand moi j'y étais, elle bossait 40 heures, maintenant elle bosse 35. C'est-à-dire qu'on a fait croire aussi qu'en leur donnant 35 heures, on leur faisait un cadeau. Il se peut que par certains côtés, ils soient un tantinet empoisonnés. En tout cas, au milieu médical, c'est assez clair. Okay? Pareil pour les infirmières, pareil pour les aides-soignantes. Et si vous allez actuellement dans les services d'urgence, c'est une catastrophe. J'ai 72 ans, je suis appelé à faire des remplacements dans les services d'urgence parce qu'ils sont complètement débordés par la problématique psychiatrique dans les urgences. Et qu'est-ce que je vois quand j'arrive dans les urgences? Je vois que les CMP, les centres médico-psychologiques, envoient les patients aux urgences. Alors que normalement, ils ont été créés pour suivre les patients. Et quand je leur téléphone, ils me disent, on est débordés. Ah, et nous?
Donc vous voyez qu'on a un conflit à l'intérieur même de la profession qui est lié effectivement à cette dynamique et qui est une dynamique un petit peu particulière. Donc le burn-out, c'est pas qu'une idée moderne, c'est aussi une réalité. Et c'est facile de dire c'est une idée moderne. Elle est en burn-out parce qu'elle était fragile, la pauvre fille. Ah ouais, ok, d'accord, c'est vrai qu'elle était fragile. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les tue, les fragiles? Ou on essaie de les aider? C'est quoi ma position? J'ai une position d'économiste ou j'ai une position d'assistance médicale? Et tout le problème est là. Et la profession médicale n'est pas assez puissante pour s'imposer là-dessus. Après, vous avez un autre modèle, qui sont les dépressions cycliques. Et les femmes qui sont ici présentes dans la salle savent de quoi on parle. Ces fameuses dépressions qui sont liées par exemple au cycle menstruel. 3 jours où tu es complètement abattu, et c'est pas simplement pour fuir les propositions de ton mari. C'est effectivement, tu es assis, qui sont probablement des processus hormonaux. Alors, vous imaginez que parce que vous avez 3 jours de dépression dans le mois, on vous met sous antidépresseur tout le mois? Parce que si on vous les donne sur les 3 jours, c'est pas la peine, hein? Ils mettent 3 semaines avant d'être efficaces. Alors ils sont peut-être efficaces pour les 3 jours suivants. Ce sont des processus qui sont des processus hormonaux, et on a un modèle qui est un modèle extrêmement particulier, qui est la dépression saisonnière. Oui. La dépression saisonnière qui se manifeste soit au printemps, soit à l'automne, chez les sujets, et qui les met vraiment dans un état où les symptômes dépressifs sont une évidence. Et ils vous le disent, c'est le 15 octobre, et je le sens venir. Ok? Et puis le 20 octobre, il va au téléphone, il faut que je vous vois tout de suite. Parce que le 20 octobre, ça y est, ils sont là. Sauf que le 20 octobre, tu leur donnes un traitement qui sera efficace 3 semaines après. Et 3 semaines après, tu ne sais plus si c'est le traitement qui est efficace ou si c'est la dépression qui s'est arrêtée elle-même, puisqu'on a passé la période saisonnière. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans la dimension mathématique. Alors, on a beaucoup recherché ce qu'on pouvait mettre en place dans les dépressions saisonnières, et visiblement, enfin, pour mon expérience personnelle, le meilleur traitement, c'est la luminothérapie. Et j'avais instauré dans le service dont j'avais la responsabilité un service public de luminothérapie, sauf que, pas reconnu par la sécurité sociale, j'ai payé les lampes de ma poche. 2 lampes de 400 € chacune. Bon. J'explique. Oui, mais...